Pourquoi management de projet? Comme je le disais, simplement parce que les politiques publiques sont des projets à la base. Voilà, parce que ces politiques-là font l'objet de planification, sont mises en œuvre et puis après font l'objet d'évaluation, l'idée étant d'en mesurer l'impact. Mhm. Et de connexion. Alors, il y a un souci technique avec une auditrice là, donc je suis en train de l'orienter un peu et puis voilà. Alors, comme je me disais, le fait d'opter pour le management ne saurait relever de la génération spontanée, mais repose sur un souci de rationalisation de la gestion de la chose publique, de la rationalisation de la gouvernance. Rationaliser, c'est gérer en toute rigueur, de sorte à minimiser autant que faire se peut toute forme de déperdition. Et donc, le management de projet est très pertinent pour la gouvernance publique et pour la gouvernance au sens large. Il s'agit ici d'une exigence de performance parce que c'est à cette condition-là qu'on peut être performant, on peut être efficient en situation de gestion. Malheureusement, des cas de malgouvernance euh, se font jour et s'explique simplement par des choix hasardeux, des choix inopportuns, parfois même par des choix irrationnels qui sont opérés par ceux qui sont en charge de la gestion. D'où l'intérêt d'inscrire donc la gouvernance ou l'action humaine en général dans une logique de management de sorte à garantir l'efficacité et la performance. En termes d'élucidation conceptuelle, la notion de projet renvoie à une représentation virtuelle d'une situation plus ou moins idéale ayant vocation à se réaliser. Pour faire simple, le projet, il n'est pas encore matériel, il n'est matérialisé, il n'est pas encore réel. C'est une projection qu'on se fait, c'est une représentation qu'on se fait d'une situation rêvée, d'une situation idéale. L'idée étant de se donner les moyens à l'effet de voir cette projection-là, ce rêve-là se concrétiser. Il y a autour du champ lexical du projet, il y a la notion d'idée qui va naître de l'idée qui, ayant fait l'objet d'une réflexion plus approfondie, qui va devenir le concept. Et puis c'est ce concept-là qui fera l'objet de planification, d'exécution et d'évaluation et, in fine, donner lieu donc à un projet concret, donc à une politique publique concrète qui a vocation à transformer la vie en société ou dans les administrations. Quant à la notion de management, elle renvoie à une activité de gestion systématique et rationnelle, articulée autour d'opérations techniques que sont la planification, l'exécution et l'évaluation. Dans la planification, tout naturellement, vous avez l'aspect conception aussi. Moi, ici, dans cette définition-là, j'ai considérer trois dimensions majeures, mais on peut élaguer aussi, comme vous le verrez dans le plan que je vous propose, avec une partie conception, une partie planification, entendue comme programmation dans le temps et dans l'espace, et puis une partie exécution, réalisation et une autre activité, évaluation, suivi, évaluation. Voilà ce que je puis dire en guise de propos introductifs. Ce qui m'amène à vous suggérer ces ressources bibliographiques-là, la gestion de projet pour les nuls, voilà, avec Stanley Portney et Sandrine Sage, Vincent Drake, pratique de management de projet, 50 outils et techniques pour réussir vos projets. Et vous avez cet ouvrage de la Harvard Business Review, la Bible de la gestion de projet. Alors, comme je le disais, on va passer en revue le champ lexical du management de projet parce que c'est un domaine technique et il faut en cerner le jargon. C'est pourquoi, en guise de propos introductifs, je mets toujours euh, l'accent sur les terminologies basiques à maîtriser de sorte à mieux être au diapason
des enjeux du management de projet. Donc, par champ lexical, on entend l'ensemble du vocabulaire autour de la notion de management de projet. À cet égard, nous aurons d'une part les acteurs clés, d'autre part les documents clés et par ailleurs un certain nombre de notions clés qui nous permettent de mieux comprendre le management de projet. S'agissant des acteurs clés, nous verrons le maître d'ouvrage délégué, le maître d'œuvre, le comité de pilotage, le chef de projet, l'équipe de projet, le chef d'équipe et le sous-traitant. Alors, M. Akossi, je vais vous inviter à nous lire, ou bien je vais dérouler, et puis quand après, je pourrai toujours vous passer la parole. Alors, le maître d'ouvrage, ou, voilà, moi, c'est la personne physique ou morale. Personne physique, comme vous et moi, personne morale, entreprise ou organisation. Donc, c'est la personne physique ou morale à l'origine du projet et qui en exprime les besoins, les objectifs et les attentes. C'est-à-dire, c'est celui par qui naît le projet, celui qui a rêvé le projet. Pour faire simple, c'est le propriétaire du projet. Il assure généralement le financement du projet, définit les grandes orientations et valide le cahier des charges. Il prend les décisions stratégiques tout au long de sa réalisation. Il veille par ailleurs à ce que les résultats obtenus soient en adéquation avec les exigences initiales et réceptionne les livrables. Les livrables, on verra plus tard, ça veut dire les produits, les résultats, hein, une fois le projet parachevé. Le maître d'ouvrage joue un rôle central en coordonnant les parties prenantes, en s'assurant que le projet est réalisé dans le respect des délais, budget et des objectifs fixés. Qu'en est-il du maître d'ouvrage délégué? Le maître d'ouvrage délégué, ou dans d'autres documents aussi, on parle d'assistant à maître d'ouvrage, c'est la personne physique ou morale à qui le maître d'ouvrage confie tout ou partie de ses responsabilités dans la conduite d'un projet. Il agit au nom et pour le compte du maître d'ouvrage afin d'assurer le suivi administratif, technique, financier et opérationnel du projet. Il peut être chargé de préparer les appels d'offres, de coordonner les différents intervenants, de contrôler l'exécution des travaux et de veiller au respect des délais du budget et des objectifs. Vous pouvez m'interrompre à tout moment hein, si besoin de clarification. Il porte la responsabilité finale du projet. Toutefois, entre la responsabilité finale du projet repose toutefois entre les mains du maître d'ouvrage, qui conserve le pouvoir de décision stratégique et de validation des résultats. Voilà. Le maître d'ouvrage délégué donc n'est qu'un assistant au maître d'ouvrage. Il ne porte pas la responsabilité finale. Il peut orienter, il peut conseiller. Donc, voilà, de sorte à s'assurer du bon déroulement du projet. Un autre acteur majeur, c'est le maître d'œuvre, à ne pas confondre avec le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est le maçon qui va construire la maison, par exemple. Voilà. Donc, le maître d'œuvre, c'est la personne physique ou morale chargée de la conception, de l'organisation et de la réalisation technique d'un projet pour le compte du maître d'ouvrage. Il traduit les besoins exprimés par le maître d'ouvrage en solutions concrètes élaborées élabore les études techniques, coordonne les équipes et supervise l'exécution des travaux ou des prestations. Il veille à la qualité des réalisations, au respect des normes, des délais et du budget prévu, tout en assurant le suivi opérationnel du projet. Il joue ainsi un rôle d'expert et de coordinateur technique, garantissant la bonne mise en œuvre du projet jusqu'à sa livraison. Le comité de pilotage. Tout projet est d'abord un écosystème qui s'articule autour de plusieurs intervenants. Donc, il faut un comité de pilotage, COPIL, qui n'est rien d'autre qu'une instance de gouvernance chargée d'orienter, de superviser et de contrôler la mise en œuvre d'un projet. Le comité de pilotage est composé généralement des principaux décideurs, des représentants du maître d'ouvrage, des partenaires et toutes les autres parties prenantes au projet. Le comité de pilotage veille à la cohérence du projet avec les objectifs stratégiques définis.
Il examine l'état d'avancement des activités, valide les décisions importantes, arbitre les difficultés rencontrées et s'assure du respect des délais, du budget et des résultats attendus. Il constitue un cadre de concertation et de prise de décision permettant de garantir le succès et la bonne gouvernance du projet. Le chef de projet, c'est le responsable opérationnel chargé de planifier, de coordonner, de piloter et de suivre l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation du projet. Il assure la gestion quotidienne du projet en mobilisant les ressources humaines, matérielles, financières et financières, tout en veillant au respect des objectifs, des délais, du budget et des exigences de qualité. Il est à la vérité l'interface entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les parties prenantes et les équipes de travail. Il facilite la communication, anticipe les risques, résout les problèmes et rend compte de l'avancement du projet aux instances de gouvernance. S'agit là d'un rôle essentiel pour garantir la bonne exécution du projet et l'atteinte des résultats attendus. L'équipe de travail. Il s'agit de l'ensemble des personnes mobilisées pour réaliser les activités d'un projet sous la coordination du chef de projet. Cette équipe est composée de professionnels aux compétences complémentaires. Elle est chargée d'exécuter les tâches prévues, de poursuivre, de produire les livrables attendus et de contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs fixés. Les membres de l'équipe collaborent, partagent leurs expertises et participent à la résolution des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre du projet. L'efficacité de l'équipe de travail repose sur une bonne communication, une répartition claire des responsabilités, un esprit de coopération et un engagement commun en faveur de la réussite du projet. L'esprit d'équipe. Le chef d'équipe, c'est le responsable chargé d'encadrer, d'organiser et de coordonner le travail d'un groupe de personnes au sein d'un projet ou d'une organisation. Il est placé sous l'autorité du chef de projet ou d'un responsable hiérarchique. Il veille à la bonne répartition des tâches, au respect des consignes, des délais et des objectifs opérationnels. Il assure également le suivi des activités, motive les membres de son équipe, facilite la communication et contribue à la résolution des difficultés rencontrées sur le terrain. Il crée les conditions de la cohésion de groupe et garantit une exécution efficace des missions confiées à ce groupe. Le sous-traitant. Le sous-traitant est une personne physique ou morale à laquelle une entreprise principale confie l'exécution d'une partie des travaux, des services ou des tâches prévues dans le cadre d'un projet. Il intervient sur la base d'un contrat de sous-traitance et apporte généralement une expertise technique ou des compétences spécifiques nécessaires à la réalisation de certaines activités. Il participe directement à l'exécution du projet. Cependant, il n'est pas lié contractuellement au maître d'ouvrage, mais l'entreprise ou l'organisation qui lui délègue, mais à l'organisation qui lui délègue, mais à l'entreprise ou à l'organisation qui lui délègue une partie des prestations. Le sous-traitant est tenu de respecter les exigences de qualité, de délai et de normes définies afin de contribuer à la réussite globale du projet. Nous venons ainsi de finir avec les acteurs clés. Nous levons le voile maintenant sur quelques documents clés spécifiques au management de projet. Il s'agira notamment des termes de référence, de la lettre de mission, du cahier des charges, du plan de projet, de la fiche projet, de l'offre technique et financière et du rapport d'évaluation. Les termes de référence TDR. Il s'agit du document de référence qui réunit de manière précise le cadre, les objectifs, les résultats attendus, les activités, les responsabilités, les modalités d'exécution, ainsi que les ressources nécessaires à la réalisation d'une mission, d'une étude, d'un projet ou d'une prestation. Il s'agit d'un guide pour les parties prenantes
Voilà, et ce document guide les parties prenantes en clarifiant les attentes du commanditaire, donc du maître d'ouvrage, les critères de performance, les délais d'exécution et les livrables attendus. Ce document facilite la planification, le suivi et l'évaluation des activités. Les TDR garantissent une compréhension commune des objectifs et des obligations de chaque intervenant. Les TDR prennent aussi la dénomination de notes conceptuelles, c'est la même chose. Voilà, donc je vous ai mis une note conceptuelle en partage dans le groupe là-bas. Voilà la note conceptuelle que la Fondation Friedrich Ebert m'a adressée à l'effet de me mettre en mission pour réaliser l'étude que vous avez, voilà, dans le groupe WhatsApp. Alors, la note conceptuelle, c'est à la vérité où les TDR sont le document par lequel le maître d'ouvrage saisit le maître d'œuvre. C'est-à-dire, c'est le document avec lequel on lance l'appel, on exprime le besoin. Voilà. C'est un document d'expression du besoin par un maître d'ouvrage. Voilà. À destination de potentiels maîtres d'œuvre qui, eux, vont réagir après aussi avec un autre document qu'on verra. Voilà. Donc, ici, vous avez la note conceptuelle, c'est la même chose. Document synthétique, oui, il est plus synthétique que le TDR. Document synthétique présentant de manière concise l'idée générale d'un projet, d'un programme ou d'une activité avant son élaboration détaillée. Il expose le contexte, la problématique à résoudre, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les principales activités envisagées ainsi que les bénéficiaires concernés. La note conceptuelle permet de justifier la pertinence et la faisabilité de l'initiative. À Yves Chaud, bonne arrivée. Vous pouvez m'interrompre à tout moment, tout en servant d'outil de communication et de mobilisation auprès des partenaires, des décideurs et des bailleurs de fonds. La lettre de mission. Là aussi, je vous ai mis un modèle en partage. Document officiel par lequel une autorité, une organisation ou un responsable confie à une personne ou à une équipe une mission spécifique à accomplir dans les délais déterminés. La lettre de mission précise l'objet de la mission, les objectifs à atteindre, les responsabilités du missionnaire, la durée de l'intervention, les moyens mis à disposition, ainsi que les résultats attendus. Il est le cadre de référence pour l'exécution des tâches confiées. Il permet de clarifier les attentes de l'organisation, définir les obligations et l'étendue des responsabilités du bénéficiaire de la mission. C'est un autre document de cadrage aussi, parce que avec ça, vous ne pouvez pas aller prendre contact avec des personnes qui ne sont pas pertinentes pour le projet. Et même si les personnes avec qui vous prenez contact sont pertinentes, vous ne pouvez pas outrepasser, en tout cas, ce que la mission a prévu comme cadre pour vous. Donc, ça permet de baliser la mission. Et voilà, si c'est pour une enquête sur le financement des partis politiques auprès des organisations régionales, sous-régionales, par exemple, vous ne pouvez pas aller là-bas et commencer à parler de, par exemple, de l'orpaillage. Voilà, pour rester collé à l'actualité ivoirienne. Le cahier des charges, terme très fréquent aussi, il s'agit du document contractuel. C'est la base contractuelle donc qui va lier, en tout cas, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Document contractuel et technique qui définit de manière détaillée les besoins, les exigences, les objectifs, les contraintes, les spécifications d'un projet, d'un produit ou d'un service. Le cahier des charges précise les caractéristiques attendues, les conditions de réalisation, les critères de qualité, les délais d'exécution, le budget ainsi que les obligations des différentes parties prenantes. C'est l'outil de référence permettant d'assurer une compréhension commune du projet, de guider sa mise en œuvre, de faciliter le suivi de son exécution et d'évaluer la conformité des résultats obtenus par rapport aux attentes initiales. Tandis que les termes de référence sont rédigés unilatéralement par le maître d'ouvrage, le cahier des charges est un document consensuel, donc la base contractuelle, c'est-à-dire ce sur quoi
les parties prenantes se sont mises d'accord. Voilà. Le plan de projet, c'est un document de gestion qui décrit de manière détaillée la manière dont un projet serait exécuté, suivi et contrôlé afin d'atteindre les résultats fixés. Il précise notamment les activités à réaliser, le calendrier d'exécution, les ressources nécessaires, les responsabilités des acteurs, le budget, les mécanismes de communication, ainsi que les procédures de suivi et d'évaluation. C'est la vérité, la feuille de route du projet. Vous pouvez retenir ce mot, c'est la feuille de route du projet. Il permet de coordonner les différentes interventions, d'anticiper les risques, de suivre l'avancement des travaux et de garantir que les résultats attendus sont atteints dans le respect des délais, des coûts et des exigences de qualité. Voici une illustration de plan de projet de façon synoptique. Voilà, avant le projet, ce qu'il faut faire à la phase d'initialisation, à la phase de planification, d'exécution, de contrôle, de clôture, chaque phase ayant chacune des exigences spécifiques. Voilà. La fiche de projet, c'est un document synthétique qui présente les informations essentielles relatives à un projet de manière claire et structurée. Il résume le contexte, la justification, les objectifs, les bénéficiaires, les activités principales, les résultats attendus, la durée, le budget prévisionnel, ainsi que les partenaires impliqués. C'est un outil de présentation et de communication, donc synthétique, fiche technique de communication. Fiche de projet permet aux décideurs, aux partenaires techniques et financiers ou toute autre partie prenante de comprendre rapidement la nature, la portée et la pertinence du projet. C'est le document de référence utilisé lors de la phase de conception, de validation et de recherche de financement. L'offre technique et financière, c'est un autre document très important. Lui, il a pour particularité d'être rédigé par le maître d'œuvre. C'est celui qui va exécuter le projet, qui qui rédige son offre technique et financière pour dire qu'il est apte à relever les défis inhérents au projet, apte à exécuter le projet. Il s'agit du document soumis par un prestataire, un consultant ou une entreprise en réponse aux appels d'offres. Vous retenez bien ça. En réponse aux appels d'offres, à des termes de référence ou à une demande de proposition. L'offre technique et financière se compose généralement de deux volets complémentaires. Une offre technique présentant la compréhension de la mission, la méthodologie proposée, l'organisation du travail, les ressources humaines mobilisées et le calendrier d'exécution. Et une offre financière détaillant les coûts liés à la réalisation de la prestation, notamment les honoraires, les frais logistiques et les autres dépenses prévues. C'est le document permettant aux commanditaires d'évaluer la pertinence de l'approche proposée ainsi que la compétitivité du budget afin de sélectionner l'offre la plus adaptée à ses besoins. Voilà, donc les gens sont en concurrence, en compétition, les consultants, les experts, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre sont en compétition. Ils répondent à l'appel d'offres au moyen d'une offre technique de sorte à ce que de toutes ces offres proposées-là, le maître d'ouvrage puisse sélectionner le mieux disant. Le rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation est le document d'analyse qui présente les résultats d'une évaluation réalisée sur un projet, un programme, une activité ou une organisation afin d'apprécier sa pertinence, son efficacité, son efficience, son impact, sa durabilité. Le rapport d'évaluation décrit la méthodologie utilisée, les constats effectués, les données recueillies, les résultats obtenus, ainsi que les écarts éventuels entre les objectifs prévus et les réalisations effectives. Le rapport met également en évidence les forces, les faiblesses, les leçons apprises et formule des recommandations destinées à améliorer la prise de décision, la gestion et la performance des interventions futures.
C'est un outil essentiel de suivi, d'apprentissage et de redevabilité. S'agissant de l'offre technique, je vous ai mis aussi un modèle, voilà, dans le groupe WhatsApp, une offre technique que j'ai rédigée toujours dans le cadre du projet sur le financement public des partis politiques tel que commandité auprès de votre serviteur par la fondation allemande Friedrich Ebert en 2019. Nous en arrivons maintenant à d'autres notions clés du management de projet, à savoir le jalon, la tâche, le livrable, le cycle de vie du projet, le cycle de vie de l'ouvrage, l'efficacité, l'efficience, l'optimisation, le suivi, l'évaluation, le benchmarking, la compliance et la redevabilité. Voilà, juste pour enrichir en tout cas votre vocabulaire sur la question avant que nous n'entrions véritablement dans des aspects techniques spécifiques aux activités inhérentes au management de projet. Les jalons de projet. S'il s'agit d'un point de repère important dans le cycle de vie du projet, marquant l'achèvement d'une étape clé ou l'atteinte d'un résultat significatif. Par jalon, entendez aussi les bornes, hein. Quand on voyage, là, vous voyez les bornes rouge-blanc, là. Dabou, 15 km, ainsi de suite. Voilà. C'est ça, c'est la même chose. Ce sont des jalons. Pas de durée propre à la différence d'une activité. Voilà. Donc, la borne, là, n'a pas de durée propre. La borne, elle est ponctuelle. Voilà. Donc, quand on va voir même avec MS Project, vous allez voir que en termes d'expression de la durée, pour chaque borne, c'est zéro jour. Voilà. Donc, c'est une borne, et milestone en anglais, voilà, en allemand aussi, un Meilenstein. C'est la même chose, sert principalement à mesurer l'avancement du projet et à vérifier que les objectifs intermédiaires sont atteints conformément au calendrier prévu. Les jalons facilitent le suivi, le contrôle et la prise de décision en permettant aux responsables du projet d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les éventuels retards et de valider le passage à la phase suivante. Il est toujours assorti d'un indicateur pour le pilotage efficace du projet, un indicateur de performance notamment. La tâche. La tâche est une activité élémentaire, pour ne pas dire basique, ou un ensemble d'actions spécifiques à réaliser dans le cadre d'un projet afin de contribuer à l'atteinte d'un objectif ou à la production d'un livrable. La tâche est définie. Oui, Régis? Non, non, il n'y a rien. Pas de question Oh, pour le moment. ok, merci. Bon, j'ai La une tâche, question sur le cas de charge, peut-être. oui, Peut-être sur le allez-y. cas de charge, mais après, je vous laisse Mais avancer. c'est compris. C'était surtout parce que c'est quelque chose on entend souvent, Oui. mais est-ce que il y a un plan type toujours qu'il faut respecter, peu importe le type de projet, en fait. Il y a Cahier de pas de charge, plan type. notamment. Il n'y a pas de plan type. Mais la parade, c'est que le cahier des charges est toujours inspiré de, des TDR et de l'offre technique. En fait, c'est le croisement de l'expression des besoins et puis de l'offre proposée par le, le consultant ou l'expert ou le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre là. C'est la synthèse qui va permettre de rédiger le cahier des charges. Parce il y a énormément de discussions très souvent sur le cahier de charge. Mhm. Euh, souvent, souvent, on veut laisser ça au maître d'œuvre de rédiger. C'est ça, On veut lui expliquer ça oralement. Et puis on souhaite qu'il rédige, mais bon, il attend toujours ça du maître d'ouvrage, in fine. exactement. En fait, chacun cherche à se couvrir parce que les gens ne veulent pas prendre de responsabilités de sorte à ce qu'on leur impute après un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, les gens se dédouanent, mais dans l'idéal des mondes possibles, c'est un travail à faire de façon collégiale. C'est-à-dire, c'est en équipe. Le maître d'ouvrage arrive avec son assistant, c'est-à-dire avec le maître d'ouvrage délégué. Le maître d'œuvre aussi vient, quand c'est une équipe, eux aussi viennent en équipe. Et puis, ils se mettent autour d'une table, Mhm. discutent en brainstorming, valident ce qu'il doit être validé. Et puis après, D'accord. on sélectionne un comité de rédaction, comme on dit même, bipartite. Voilà. Les deux parties sélectionnent deux personnes ou trois personnes ressources, quatre personnes qui vont rédiger techniquement le document.
Voilà. Une chose est sûre, D'accord. ce, ce document-là comporte ce qu'on appelle les clauses contractuelles. Voilà. Et toutes les Ah, en tout dispositions cas, pertinentes pour il y a parler beaucoup de comme les juristes. discussions, ouais. D'accord, C'est bon? j'ai compris. Oui, c'est clair pour moi. Je comprends les enjeux. Merci. Merci. Donc, la tâche, elle est planifiée, organisée et suivie tout au long du projet pour assurer le respect des délais de la bonne coordination des activités. Il s'agit de l'unité de base du travail permettant de structurer l'exécution du projet de manière méthodique et efficace. Le livrable, j'en parlais tout à l'heure, le livrable, c'est le produit, tout produit, résultat ou document tangible. Les livrables, ça peut être aussi des documents, hein, voilà, tels que les supports de cours qu'on vous donne à la fin d'un séminaire. Tout ça, ça fait partie des livrables. Tels que même le parchemin, le diplôme qu'on vous donne à la fin, ce sont des livrables aussi. Alors, produits, résultats ou documents tangibles réalisés dans le cadre d'un projet et remis au maître d'ouvrage, au client ou au bénéficiaire à une étape donnée ou à la clôture du projet. Ça peut être un rapport, une étude, un logiciel développé, un ouvrage, une formation ou tout autre résultat prévu dans le cahier des charges. C'est la preuve concrète de l'avancement ou de l'achèvement des activités. Le livrable permet de vérifier, on aurait même pu mettre mesurer, que les objectifs fixés ont été atteints conformément aux exigences de qualité, délai et de performance définies au départ. Le livrable représente l'un des principaux indicateurs de réussite du projet. Le cycle de vie du projet renvoie à l'ensemble des phases successives que traverse un projet depuis son initiation, on peut dire aussi initialisation, on dit les deux, jusqu'à sa clôture ou à sa terminaison. C'est le cadre de gestion permettant de structurer, planifier, exécuter et contrôler les activités du projet de manière cohérente. Le cycle de vie du projet comprend 5 phases principales, à savoir l'initiation, qui consiste à identifier le besoin et à définir les objectifs du projet, la planification au cours de laquelle sont élaborés les plans de travail, le budget et le calendrier, l'exécution qui correspond à la mise en œuvre, les informaticiens parleraient aussi d'implémentation, de, de déploiement aussi, de déroulement, de réalisation des activités prévues. Et puis on a le suivi et le contrôle, visant à mesurer les progrès, gérer les risques et apporter les ajustements nécessaires. Et la clôture marquée par la validation des livrables, l'évaluation des résultats et la capitalisation sur les enseignements tirés. Permet d'assurer une gestion efficace et d'optimiser les chances de succès du projet. À ne pas confondre avec le cycle de vie de l'ouvrage. Ici, c'est l'ensemble des étapes que traverse un ouvrage, une infrastructure ou un équipement depuis l'expression du besoin ayant conduit à sa conception jusqu'à sa fin. Comprend les phases suivantes. La programmation et la conception au cours desquelles les besoins sont identifiés et les études techniques réalisées, la construction ou la réalisation qui correspond à l'exécution des travaux, l'exploitation et l'utilisation durant lesquelles l'ouvrage remplit les fonctions pour lesquelles il a été conçu. La maintenance et la réhabilitation visant à préserver ses performances et à prolonger sa durée de vie. La déconstruction, démolition ou recyclage. On peut ici même parler aussi d'obsolescence, l'obsolescence de la marchandise, du produit ou bien de l'infrastructure, lorsque l'ouvrage arrive en fin d'utilisation. Sa prise en compte permet d'optimiser les coûts, de garantir la durabilité des infrastructures et de réduire leur impact environnemental tout au long de leur existence. Efficacité, c'est la capacité d'un projet, d'un programme, d'une organisation ou d'une action à atteindre les objectifs et les résultats qui lui sont assignés.
Notez ici objectif, l'obsession du résultat ici. Voilà. L'efficacité mesure le degré de réalisation des objectifs prévus en comparant les résultats obtenus aux résultats attendus, indépendamment des ressources utilisées. Cette phrase, ce membre est très important. Soulignez ça, indépendamment des ressources utilisées. Vous allez voir la nuance avec les autres notions. Ici, c'est résultat indépendamment des ressources utilisées. Induit les effets escomptés et répond aux besoins identifiés dans les délais fixés. Constitue un critère essentiel d'évaluation de la performance. Permet d'apprécier le niveau d'atteinte des objectifs fixés. Efficience. Elle est différente de l'efficacité. C'est la capacité d'un projet, d'un programme ou d'une organisation à atteindre les résultats attendus en utilisant de manière optimale. C'est ça qui fait toute la différence. En utilisant de manière optimale les résultats et les ressources disponibles telles que le temps, les moyens financiers, les ressources humaines et le matériel. Elle permet d'évaluer le rapport entre les résultats obtenus et les ressources mobilisées pour les produire. Alors, ici, requiert atteinte, voilà, l'efficience requiert une atteinte des objectifs avec le minimum, voilà, vous notez ça, le minimum de coûts. Il faut ici minimiser les coûts, les efforts fournis, le gaspillage, le moins possible de gaspillage, tout en maintenant un niveau de qualité satisfaisant. Parce qu'avec l'efficience, on veut minimiser les coûts, mais on ne vendange pas pour autant la qualité. Voilà. Atteindre la qualité requise en minimisant les coûts. C'est un critère majeur de performance car elle permet d'apprécier la qualité de la gestion des ressources et la rentabilité des actions entreprises. L'optimisation, on entend ce mot aussi avec la fiscalité, tout ça. Optimisation fiscale, ça veut dire quoi tout ça? C'est justement en connexion avec l'efficience, l'exigence d'efficience. C'est le processus qui consiste à améliorer l'utilisation des ressources, des méthodes et des processus afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles tout en minimisant les coûts, les délais et les efforts et les risques. L'optimisation vise à accroître la performance globale du projet en recherchant l'équilibre le plus favorable entre objectifs à atteindre et résultats et ressources disponibles. Il Il y implique, a une question. oui, allez-y. Euh, euh, En matière d'optimisation, Oui. est-ce que ce serait logique qu'au thème d'un projet, il reste, je dirais, Les du ressources, matériel, par exemple? c'est Est-ce que ça. c'est logique? Alors, il y a deux choses. Logique, d'abord même, on va vous dire qu'est-ce que vous entendez par logique. Voilà. Ben, Je pars du principe que oui, on a évalué les besoins. c'est On ça. a dit, je donne un exemple, il nous faut 10 sacs de ciment. Est-ce Mhm. que à la fin, on se retrouve avec 4 sacs de ciment qui restent? Il y a eu un souci quelque part dans la planification. Voilà. Si à la fin, vous vous rendez compte que, parce que même l'exigence d'optimisation est prise en compte depuis la phase de planification, de l'expression des besoins jusqu'à celui qui offre son expertise là. L'exigence d'optimisation, parce qu'on lui dit de réaliser, d'atteindre l'objectif en ayant recours, en mobilisant le moins possible de ressources. Donc, s'il n'optimise pas, ça peut être déjà motif de disqualification. Si on voit que pour le même résultat, notre maître d'ouvrage, un concurrent, a proposé des ressources à minima, lui, il peut perdre le projet. Donc, c'est pris en compte déjà dans la planification. Ce que vous décrivez maintenant, D'accord. Régis Kwame, c'est que Mhm. en fonction de la supply chain, en fonction de la source d'approvisionnement et de celui qui commande, qui passe les commandes, voilà, il y en a qui gonflent en espérant que sur le terrain, ils puissent. Voilà, il y a ici aussi des considérations d'ordre éthique qui sont en jeu, hein, parce que l'optimisation, l'efficience, tout ça, ça procède de l'éthique du management. Donc, les gens peuvent avoir augmenté les besoins en espérant gagner dans le circuit d'approvisionnement. C'est pourquoi, quand il y a un suivi rigoureux des approvisionnements et que tout ce qui a été planifié comme ressources a été effectivement mis à disposition, on se rend compte que dans l'exécution,
il y a des ressources qui restent sans avoir été utilisées alors que les objectifs ont été atteints. Donc, il y a eu un dysfonctionnement quelque part dans le processus d'expression de besoins et de planification des ressources à mobiliser. Voilà, en tout cas, ce que j'ai pu apporter comme réponse de ma petite expérience, voilà, sur le terrain. D'accord. Voilà, n'hésitez pas les autres à apporter vos expériences personnelles parce que chacun a peut-être construit une petite maison, fait participer à un projet au village, tout ça. Donc, en fait, ce cours-là, c'est vraiment le vécu qu'il faut amener pour irriguer les échanges. Et puis, Yves et Chaud, n'hésitez pas parce que je vous connais, je sais que vous avez euh, gérer plusieurs projets voilà, dans le cadre de votre organisation, de votre structure. Donc, il faut que ce soit un échange. Voilà, le cours théorique doit être irrigué par vos expériences, vos propres vécus aussi. En termes de questions ou de contributions, l'idée étant de lui conférer le maximum de, de pratiques possibles, voilà, de prise sur la réalité. Donc, l'optimisation implique l'identification et la mise en œuvre de solutions permettant d'améliorer l'efficacité, l'efficience et la qualité des activités. L'optimisation maximise la création de valeur pour les bénéficiaires et les parties prenantes. Le suivi, en anglais, c'est le tracking ou bien le follow-up. Voilà, le suivi. Ça, c'est la veille permanente, la veille concomitante. Voilà, l'évaluation concomitante. Voilà, le monitoring. Alors, c'est le processus continu de collecte, même le reporting aussi, tout ça en anglais. C'est le processus continu de collecte, d'analyse et d'identification et d'utilisation d'informations visant à mesurer l'état d'avancement d'un projet, d'un programme ou d'une activité par rapport aux objectifs, aux résultats et au calendrier prévu. Le suivi permet de vérifier régulièrement l'exécution des tâches, l'utilisation des ressources, le respect des délais et l'atteinte des indicateurs de performance. Il permet de constater rapidement les écarts. Voilà. Constater les écarts, les difficultés ou les risques éventuels et de prendre les mesures correctives nécessaires à l'amélioration de la mise en œuvre des activités. C'est un outil essentiel de gestion, de contrôle et de prise de décision tout au long du cycle de vie du projet. Évaluation. Il y a suivi et puis évaluation. Le suivi est déjà une évaluation. Mais quand on dit évaluation, c'est vraiment l'opportunité de mise en balance en fin de projet entre planification et réalisation. Notez cette phrase, mise en balance, planification, réalisation. L'idée étant de voir s'il y a mismatch, s'il y a des déséquilibres ou des écarts. C'est le processus systématique et méthodique qui consiste à apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité d'un projet, d'un programme, d'une politique ou d'une activité. L'évaluation repose sur la collecte et l'analyse des données afin de mesurer les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et d'identifier les effets produits sur les bénéficiaires et l'environnement d'intervention. L'évaluation l'évaluation permet de tirer des enseignements, de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l'intervention et de formuler des recommandations en vue d'améliorer la prise de décision, la gestion, la performance des actions futures. C'est un outil essentiel d'apprentissage, de redevabilité et d'amélioration continue. Le benchmarking, un anglicisme qui veut rien dire d'autre que le fait d'établir un référentiel, c'est-à-dire un référentiel de bonnes pratiques, de sorte à demander aux autres acteurs de faire comme lui. Régis, votre micro, si vous n'intervenez pas. Pardon. Alors, le benchmarking est une démarche comparative qui consiste à évaluer les pratiques, les processus, les produits, les performances d'une organisation, d'un projet ou d'une institution en les comparant à ceux d'autres organisations reconnues pour leur excellence, voilà, ou leurs bonnes pratiques. Le benchmarking permet d'identifier les écarts de performance, de comprendre les facteurs
de succès est d'adopter des méthodes plus efficaces afin d'améliorer les résultats. C'est un outil d'appréciation et d'apprentissage et d'amélioration continue qui vise l'innovation, l'optimisation des processus et le renforcement de la compétitivité. J'étais en train de penser, c'est pourquoi je voilà, buter un peu sur les mots. Le benchmarking aujourd'hui, pour revenir à l'actualité sur l'orpaillage ou l'industrie extractive, aujourd'hui, le benchmark en Afrique, c'est le Botswana. Voilà. Et là-bas, l'activité extractive, ils ont une longue expérience en matière même d'impact euh, environnemental, économique et social. Tout ça, ils ont une bonne expérience en la matière. Ça fait qu'aujourd'hui, un pays tel que la Côte d'Ivoire ou le Ghana, qui sont en proie à donc des dérives extractivistes peuvent voilà, se référer au Botswana pour essayer de comprendre le comment, du pourquoi de cette résilience-là, quoique enregistrant une intense activité extractive. Voici un exemple. Voilà. Ça se fait aussi en matière de gouvernance publique, hein, avec le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est un mécanisme de l'Union africaine qui permet aux États là, de se classer, aux chefs d'État de s'évaluer. Et puis après, on positionne l'État qui se sera illustré un exercice durant, par exemple, en matière de respect des libertés publiques, de bonne gouvernance économique, de sorte que les autres États puissent suivre son exemple. Donc, le benchmark, voilà, le benchmark, c'est le meilleur élève. Donc, faire du benchmarking, c'est faire preuve d'émulation, de sorte à aider les autres États, les canards boiteux en griffe, à voilà, faire comme le meilleur élève, à imiter le meilleur élève. Voilà. La compliance, c'est un mot très important aujourd'hui aussi en matière de management de projet, de management au sens large. C'est un ensemble la compliance renvoie à l'ensemble des mécanismes, procédures et pratiques mis en place par une organisation pour garantir le respect des lois, retenez ça bien, des règlements, globalement des standards en vigueur, des politiques internes et des exigences éthiques applicables à une activité. La compliance vise à prévenir les risques juridiques, financiers, opérationnels et réputationnels. Réputationnels en s'assurant que les actions et décisions de l'organisation sont conformes aux obligations légales et aux standards de bonne gouvernance. On peut même dire aux standards éthiques. Donc la compliance, c'est la propension à se conformer aux standards. Retenez ça simplement. Aux standards, aux obligations légales et aux standards tels que la RSE. Voilà. La compliance implique le respect des procédures, des exigences contractuelles, des règles de passation de marché, des normes de qualité ainsi que des principes de transparence, d'intégrité et de redevabilité. La redevabilité maintenant en anglais, accountability, obligation de rendre compte. C'est l'obligation pour une personne, une organisation ou une institution de rendre compte de ses actions, du bon comme du mauvais résultat. Il faut toujours rendre compte de ces décisions, de l'utilisation des ressources qui lui sont confiées et des résultats obtenus dans l'exercice de ses responsabilités. La redevabilité implique la transparence, la justification des choix effectués et l'acceptation d'un contrôle ou d'une évaluation par les parties prenantes concernées. Elle vise à garantir une gestion responsable, efficace et conforme aux objectifs fixés, tout en renforçant la confiance des bénéficiaires, des partenaires et des bailleurs de fonds. C'est un principe fondamental de bonne gouvernance favorisant l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la conduite des activités. Voilà, chers auditeurs, ce qu'il fallait dire en ce qui concerne le champ lexical. Si vous avez quelques questions, vous avez l'opportunité de les soumettre. L'idée étant pour moi aussi de marquer une petite pause. Bien. Si vous n'avez pas de questions, on va continuer avec les activités à proprement parler, les activités structurantes du management de projet, à savoir la conception, la planification, l'exécution et l'évaluation. La conception. Quelle en est la vocation? On verra l'initialisation, le diagnostic stratégique, la formulation d'une vision, la définition d'objectifs, la détermination des résultats,
l'élaboration de la stratégie et puis la budgétisation. Vous faites ça toujours dans le cadre des projets, soit de mariage ou bien de baptême. Tout le monde fait de la planification, de la programmation, de la planification d'activités. Alors, la vocation de la conception ici, c'est le volet en griffe intellectuel. C'est le volet intellectuel virtuel du projet. C'est l'ensemble des activités de réflexion, voici le mot, de réflexion sur le projet. Ici, vous êtes au laboratoire. Il débouche sur une représentation idéale typique virtuelle ou matérielle du projet. Initialisation d'un projet. C'est le signe, et l'initialisation signe le lancement du projet. C'est l'étape de conception du projet qui représente les fondations du projet sur lesquelles s'appuieront les étapes ultérieures que sont la planification, l'exécution, le contrôle et enfin la clôture. Je vous ai mis un lien en partage. Le diagnostic stratégique, vous faites ça toujours avec la matrice SWOT. Force, faiblesse, opportunité et menace. Activité consistant à procéder à une analyse prospective. Pourquoi on dit qu'il s'agit d'une analyse prospective? Parce que ça intervient avant le déroulement effectif du projet. C'est une analyse de précaution. L'idée étant d'évaluer nos forces et nos faiblesses, ainsi que les menaces et les opportunités que nous offre l'environnement externe. Prospective de la situation de sorte à se faire une idée des forces et des faiblesses ainsi que des opportunités et des menaces relatives au projet. L'outil de prédilection de l'analyse stratégique, du diagnostic stratégique, c'est la matrice SWOT. Voici comment se présente la matrice SWOT. Voilà. Vous avez ici les forces en vert, les faiblesses en rouge, les opportunités en bleu, les menaces en orange. Le premier palier constitue ce qu'on appelle les facteurs internes ou endogènes sur lesquels nous avons un degré de contrôle. Et puis, le deuxième palier, le palier du bas, touche, relève des facteurs exogènes externes sur lesquels nous n'avons pas toujours le contrôle. Ça ne dépend pas toujours de nous, mais il est toujours bon de les anticiper. L'idée étant de prendre des mesures de contournement, des mesures d'atténuation, pour parler aujourd'hui comme les environnementalistes. Voilà. Voici à quoi ressemble la matrice SWOT. La formulation d'une vision, elle consiste à indiquer, à faire percevoir l'état rêvé. Donc, c'est la fameuse représentation idéale typique, la vision. Côte d'Ivoire émergente, Côte d'Ivoire solidaire. Voici des visions. Comment maintenant on met cela, on matérialise cela, ça fera l'objet de la planification. Donc, c'est l'état souhaité par le maître d'ouvrage. Exemple, Côte d'Ivoire émergente. Définition d'objectif. Il s'agit de la fixation prospective, toujours prospective, avant l'action, des états souhaités. Il y a différentes catégories d'objectifs. On a l'objectif stratégique, les objectifs spécifiques et les objectifs spécifiques peuvent être déclinés en objectifs opérationnels, ainsi de suite. Ce sont différents paliers. Les objectifs spécifiques sont tirés de l'objectif stratégique, tandis que les objectifs opérationnels émanent, sont des déclinaisons des objectifs spécifiques. On peut procéder par arborescence. On met l'objectif stratégique est là et puis on met des flèches. Il va induire deux ou trois ou plusieurs objectifs spécifiques. Et puis chaque objectif spécifique va induire des objectifs opérationnels. C'est la même chose qu'en méthodologie de la recherche, hein, quand on fait le plan. Et c'est ça qui nous permet de mieux rédiger les TDR. Parce que dans les termes de référence, vous voyez des gens qui rédigent, ils ont trois objectifs spécifiques et puis dans les résultats attendus, ils vont avoir 10 résultats ou bien 5 résultats. Ce n'est pas comme ça. La symétrie est rompue. Le nombre d'objectifs et de résultats attendus est arrimé au nombre d'objectifs fixés. Si vous avez deux objectifs spécifiques ou trois objectifs spécifiques, vous devez avoir le même nombre d'objectifs et de résultats, le même nombre d'effets dans la catégorie des résultats. On va voir ça tout à l'heure. Nous en arrivons à la détermination des résultats ou des livrables, on l'a dit tout à l'heure. Cet exercice consiste à définir de façon précise
les réalisations d'étapes finales, les réalisations d'étapes et finales d'un projet. Il existe plusieurs types de résultats ici aussi. Voilà, les résultats, ce sont les outputs ou les outcomes. Ici, vous avez les extrants. J'ai inversé l'ordre, mais vous avez les extrants qui sont les symétriques des objectifs opérationnels. Vous avez les effets qui sont les symétriques des objectifs spécifiques. Et puis, vous avez l'impact ou les impacts qui sont les symétriques des objectifs stratégiques. Quand vous prenez le PND, si vous prenez la matrice du PND, la matrice d'action prioritaire, vous allez vous rendre compte de cette rigueur méthodologique-là. Voilà. Quand vous avez objectif stratégique, en termes de résultats, ça va donner lieu à l'impact. Quand vous avez les objectifs spécifiques, ça va induire des effets qu'on appelle aussi les résultats spécifiques. Et puis, vous pouvez avoir pour les objectifs opérationnels, vous allez avoir des extrants. Les extrants, ce sont les résultats, les produits d'une action qu'on vient de dérouler tout de suite. Voilà. Pour approfondir un peu, je veux dire, les impacts sont de long terme, les effets de moyen terme et puis les extrants de court terme. Dès que vous déroulez une action, le résultat immédiat que vous avez, c'est un extrant. Un extrant, voilà, contraire à un intrant. Voilà. En anglais, on dit input, output. Le output, là, en français, c'est extrant. Voilà. Élaboration de la stratégie. C'est l'exercice consistant à indiquer la méthode, l'approche ou la démarche à suivre pour réaliser le projet. La stratégie prend source dans la vision exprimée. La stratégie n'est jamais déconnectée de la vision. C'est elle qui nous dit comment on compte s'y prendre pour réaliser la vision. On fait ici clairement percevoir les ressources humaines, financières et logistiques à mobiliser, ainsi que les délais de livraison. La budgétisation. Il s'agit de la planification économique et financière du projet. C'est le processus qui consiste à estimer, planifier et répartir les ressources financières nécessaires à la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une activité sur une période déterminée. La budgétisation permet d'identifier les coûts prévisionnels liés aux différentes composantes du projet, de prévoir les sources de financement et d'assurer une utilisation rationnelle des ressources disponibles. C'est un outil essentiel de gestion financière car elle facilite la prise de décision, le suivi des dépenses, le contrôle des coûts et l'évaluation de la viabilité financière du projet. La budgétisation contribue à garantir que les objectifs fixés peuvent être atteints dans les limites des ressources financières allouées. Les études prospectives, on a ici trois types d'études. Les études d'opportunité, est-ce le bon moment? Les études de faisabilité, avons-nous l'expertise et les ressources pour? Et puis l'étude détaillée qui va venir répondre à la question du comment, du mode opératoire, de la feuille de route. Étude d'opportunité. C'est une analyse préliminaire réalisée en amont d'un projet afin de déterminer la pertinence, l'intérêt et la valeur ajoutée de l'initiative envisagée. Elle consiste à examiner le contexte, les besoins à satisfaire, les problèmes à résoudre, les attentes des parties prenantes ainsi que les différentes options possibles pour y répondre. Elle permet d'évaluer les avantages potentiels, les contraintes, les risques et les perspectives de réussite du projet avant d'engager les ressources importantes. C'est un outil d'aide à la décision qui permet aux responsables de juger de l'opportunité de lancer, de modifier ou d'abandonner un projet en fonction de sa faisabilité et de sa contribution aux objectifs stratégiques de l'organisation. L'étude de faisabilité, comme je le disais, analyse approfondie réalisée avant le lancement d'un projet afin de déterminer si le projet, si celui-ci peut être mis en œuvre de manière réaliste et efficace. Vise à évaluer les conditions de réalisation du projet sous différents angles, notamment techniques, économiques,
financier, juridique, organisationnel, environnemental et social. Permet d'identifier les ressources nécessaires, les contraintes, les risques potentiels ainsi que les solutions envisageables pour atteindre les objectifs fixés. Fournit des informations fiables sur la viabilité du projet. C'est un outil d'aide à la décision OAD permettant aux responsables de confirmer, d'adapter ou d'abandonner l'initiative avant d'engager des investissements importants. L'étude détaillée est une analyse approfondie de préparation d'un projet qui intervient généralement après l'étude d'opportunité et l'étude de faisabilité. Elle consiste à définir avec précision l'ensemble des caractéristiques techniques, opérationnelles, financières et organisationnelles du projet en vue de sa mise en œuvre. C'est après elle qu'on donne le go pour dire qu'on peut, voilà, que toutes les conditions sont réunies pour qu'on lance le projet. L'étude détaillée comprend notamment l'élaboration des plans, des spécifications techniques, des calendriers d'exécution, du budget détaillé, on parle même de micro-planification ici, de procédures de réalisation ainsi que de mécanismes de suivi et de contrôle. Elle permet de réduire les incertitudes, d'anticiper les contraintes éventuelles et de disposer de toutes les informations nécessaires au lancement du projet dans les conditions optimales de qualité, de coût et de délai. Voilà, chers auditeurs, ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne la conception de projet, c'est-à-dire la phase prospective préliminaire du projet. Une fois cela assuré, encore faut-il programmer dans le temps les différentes tâches. La vocation de la planification, c'est le processus consistant à définir de manière organisée les objectifs, les activités, les ressources, les responsabilités, les délais et les moyens nécessaires à la réalisation d'un projet. La planification permet d'établir une feuille de route détaillée précisant les étapes à suivre, les calendriers d'exécution, le budget prévisionnel, ainsi que les mécanismes de suivi et de gestion des risques. Elle vise à coordonner efficacement les différentes actions du projet, à optimiser l'utilisation des ressources et à anticiper les contraintes susceptibles d'affecter sa mise en œuvre. La planification est une activité essentielle du management de projet car elle fournit le cadre de référence permettant de conduire le projet vers l'atteinte de ses objectifs dans les délais, les coûts et les standards de qualité prévus. À cet égard, le Work Breakdown Structure est édifiant. WBS, voici comment ça se présente. C'est une planification séquencée du projet. Pour une politique publique d'insertion professionnelle, voici à quoi ressemblerait, par exemple, voilà le WBS. Voilà. On dégage d'abord les différentes séquences du projet et puis on va encore décliner pour chaque séquence les tâches à exécuter. Donc voilà, je ne vais pas lire tout le tableau, mais les dimensions basiques sont le pilotage et la coordination, le diagnostic et l'analyse, la conception de la politique pour une politique d'insertion professionnelle des jeunes, la programmation et le financement, la mise en œuvre des interventions, la communication et la sensibilisation. Et puis, last but not least, vous avez le suivi, évaluation et l'apprentissage. Voilà à quoi ressemble donc voilà, une planification séquencée d'un projet. Quelles sont dès lors les techniques de planification en vigueur? Il s'agit des méthodes et outils utilisés pour organiser, programmer et coordonner les activités d'un projet afin d'atteindre les objectifs fixés dans les délais et les ressources en fonction des ressources disponibles et avec les ressources disponibles. Ici, les techniques de planification permettent de définir les tâches à réaliser, leur enchaînement logique, leur durée, les responsabilités associées, ainsi que les ressources nécessaires à leur exécution. Vous allez voir avec voilà, le logiciel MS Project tel que je vous ai recommandé là, c'est plus aisé aujourd'hui. Les principales techniques de planification sont
Voilà, depuis l'aube des temps, avant le logiciel MS Project, on le faisait manuellement, on planifiait manuellement. Et les deux techniques en vigueur étaient le diagramme de Gantt, qui représente graphiquement le calendrier des activités, et puis la technique PERT, qui est une matrice d'évaluation. Voilà, donc Programme Evaluation and Review Technique, qui analyse les relations entre les tâches, pour ne pas dire les interconnexions entre les tâches. Le diagramme de Gantt, sans faire trop de littérature, ça vient de Henry Gantt, un Américain. Voilà. Voici, il a mis ça au point en 1917, si je ne m'abuse. Donc, voici à quoi ressemble, voilà, un diagramme de Gantt. Donc, vous avez ici les tâches qui sont listées, et puis pour chaque, comme on le dit, en colonne, donc en ordonnée, vous avez les tâches, et puis en ligne, vous avez les tâches. Non, vous avez les tâches et puis en ligne, vous avez le temps. Voilà, le temps. Les mois ou bien les semaines, c'est en fonction de l'ampleur du projet. Donc, il faut imputer à chaque tâche le temps imparti pour sa réalisation. Donc, en fonction de ça, vous avez les bandes bleues, les bandes multicolores que vous voyez ici. Voilà. Donc, c'est une activité qui consiste à imputer à chaque tâche telle que listée dans la colonne des tâches une un temps imparti, un délai de réalisation. Voilà. Donc, quand on a ça sous forme matricielle, synoptique, ça nous permet de voir le niveau d'évolution. C'est un tableau de bord qui nous permet de voir, de piloter le projet et de nous réaliser des chemins critiques, c'est-à-dire des moments de difficulté, des chevauchements ou bien de tous les doublons. Mais tout ça, c'est facilité aujourd'hui par MS Project, tel que vous le verrez sur le tutoriel. Technique perte. Voici à quoi ressemble aussi la technique PERT. Ici, c'est un réseau de tâches qui nous permet de voir les tâches en interrelation. Quand on finit une tâche A, ça induit une tâche B, ainsi de suite, et comment les tâches sont mises en réseau, sont représentées en réseau. L'idée étant de voir, en tout cas, leur interconnexion et de voir quelle tâche a induit quelle tâche doit être prioritairement exécutée avant quelle autre tâche. Voilà. Voici MS Project maintenant. Je vous ai mis le tutoriel ici. C'est un logiciel de gestion de projets développé par Microsoft qui permet de planifier, organiser, suivre et réaliser le projet. Voilà, j'ai en tout cas synthétisé tout ça avec un autre PowerPoint spécifique que je vous ai envoyé qui vous permet de suivre pas à pas ce tutoriel-là. Le PowerPoint que je vous ai mis en partage a été inspiré, a été tiré de la vidéo, voilà, dont le lien est en bas ici. Donc, ici, c'est une exhortation à la pratique, à la visualisation et puis à la pratique, de sorte à que je voudrais formuler à votre endroit aussi. Quoi qu'il en soit, voici comment se présente MS Project aussi. Voilà. MS Project a été inspiré de Gantt. Donc, vous avez ici les différentes tâches qui sont listées et puis pour chaque tâche, le temps est imparti. Mais à la différence de Gantt, qui est vraiment manuel, MS Project vous permet de faire plusieurs choses. Donc, jusqu'au suivi même, d'assurer le suivi. Nous en arrivons maintenant à l'exécution du projet. Je vous ai dit, l'exécution prend indifféremment les dénominations de réalisation, mise en œuvre, déploiement, déroulement du projet. Voilà, implémentation du projet. Donc ici, c'est ça la vocation, c'est la mise en œuvre des activités planifiées afin de produire les livrables et atteindre les objectifs. Donc ici, c'est vraiment la phase de mise en œuvre d'exécution. Cela passe par le pilotage. Le pilotage, comme on le dit, c'est inspiré de l'aéronautique, de la navigation. C'est le fait maintenant de faire décoller l'avion jusqu'à destination. Cela requiert de la vigilance, de la veille permanente, donc du pilotage. Le pilotage, c'est l'ensemble des activités de direction, de coordination, de suivi et de contrôle mises en œuvre pour garantir la bonne réalisation d'un projet conformément aux objectifs fixés. Et le pilotage aussi s'appuie sur une matrice qui n'est pas déconnectée de la planification non plus, qu'on appelle la matrice RACI, qui est un outil de pilotage. Voici comment se présente la matrice RACI. C'est une matrice de répartition des tâches. On va lister d'abord toutes les activités et puis après, on a une cartographie de toutes les parties prenantes, donc de tous les acteurs. Et puis,
Pour chaque acteur, il s'agit de dire quel rôle lui est imputé. Pour chaque tâche, on a les acteurs. Ici, par exemple, sur le tableau, on a les activités qui sont listées ici en colonne à gauche. Et puis, vous avez en ligne en haut les différents acteurs. Voilà. Donc, pour chaque acteur, il s'agit, RACI, c'est l'acronyme de Responsible, Accountable, Consulted et puis Informed en anglais. Donc, celui qui est responsable, en français, le A, c'est approbateur, le C, c'est consulter et puis l'autre, c'est informer. Donc, pour chaque tâche, qui est responsable de la tâche? C'est-à-dire qui exécute la tâche. Après, on a approbateur. Ça peut être le supérieur hiérarchique. Qui approuve? Qui donne le OK? Il y a consulter, celui qu'il faut consulter en amont, avant l'exécution. Et puis, il y a celui qui a simplement besoin d'être informé. Voilà. Ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être le client, une chose est sûre, ça peut être la société civile, une chose est sûre, cet acteur-là doit être informé de l'évolution des choses. Donc, ces acronymes-là sont listés dans le tableau pour chaque tâche. Ici, quand ils ont pris la tâche, par exemple, toujours avec, voilà, pour les politiques publiques, comme vous êtes majoritairement en master politique publique et développement. Donc, on dit ici, pour le diagnostic de la situation, là. Quand on prend l'autorité politique est informée. Ce n'est pas l'autorité politique qui vient procéder au diagnostic. Il y a des gens spécialisés pour faire le diagnostic. Après, vous avez le ministère pilote. Le ministère pilote est approbateur. Je suis à la deuxième ligne. Je suis en train de lire la deuxième ligne du tableau de la matrice ici. Donc, diagnostic de la situation, autorité politique informée. Ministère pilote approbateur. Comité de pilotage est consulté. Et puis, l'administration ou la direction technique est en charge de la réalisation. Voilà. C'est elle qui va réaliser la tâche, c'est elle qui est en responsabilité. Voilà. C'est elle qui est responsable de la réalisation. Et puis, les collectivités territoriales sont consultées. La société civile et les bénéficiaires sont aussi consultés. Et puis, on a, voilà, les partenaires techniques et financiers qui sont consultés aussi. Voilà, l'AFD, par exemple, Agence française de développement, ou bien le GIZ. Voilà, il faut les consulter à chaque niveau. Donc, voici à quoi ça ressemble. La matrice RACI, c'est un outil de pilotage de projet, voilà, qui consiste à optimiser la répartition des tâches de sorte à éviter les doublons et puis les conflits de compétences. Outil donc de rationalisation du pilotage de projet. L'exécution séquencée se fait naturellement sur la base de ce qu'on a vu là-bas comme WBS. Voilà, le Work Breakdown Structure. Il s'agit ici d'une approche de gestion de projet dans laquelle les activités sont réalisées de manière successive selon un ordre prédéfini. Chaque étape devant être achevée avant le démarrage de la suivante. Ici, là, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a vu avec euh, le diagramme PERT, le réseau, là, où les activités sont voilà, en réseau. La fin de projet, maintenant, on a fini l'exécution, il faut à un moment donné, voilà, mettre fin au projet. C'est la phase finale du cycle de vie du projet, marquée par l'achèvement de toutes les activités prévues et la validation des livrables par le maître d'ouvrage et les bénéficiaires. Elle consiste à vérifier que les objectifs fixés ont été atteints, à clôturer les aspects administratifs, financiers et contractuels et à procéder à la réception officielle des résultats du projet. Elle comprend l'évaluation des performances, l'analyse des écarts éventuels, la capitalisation sur les acquis, les expériences acquises et la formulation de recommandations pour d'ultérieurs projets. La fin du projet permet de formaliser la clôture des travaux, de tirer les enseignements utiles et de s'assurer que les résultats obtenus répondent bel et bien aux attentes des parties prenantes. La livraison du projet, étape au cours de laquelle les livrables, produits, services ou résultats réalisés dans le cadre du projet sont officiellement remis au maître d'ouvrage, au client ou aux bénéficiaires, marque l'aboutissement de la phase d'exécution et intervient après
la vérification de conformité des réalisations aux exigences définies dans le cahier des charges. Inclut généralement des opérations de réception, de validation, de transfert de responsabilités, ainsi que de remise de la documentation nécessaire à l'exploitation et à la maintenance des résultats du projet. C'est l'étape essentielle du cycle, c'est une étape essentielle du cycle de vie du projet car elle atteste de l'achèvement des travaux et de l'atteinte des objectifs convenus entre les parties prenantes. Voilà, chers auditeurs, ce qu'il fallait dire en ce qui concerne l'exécution du projet. Qu'en est-il de l'évaluation? L'évaluation, comme je le disais, c'est le processus systématique d'analyse qui vise à apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité d'un projet par rapport aux objectifs qui lui sont assignés. Il existe plusieurs types d'évaluation. On a l'évaluation ex ante qui intervient avant le déroulement du projet, donc c'est telle qui est l'évaluation prospective. On a l'évaluation périodique. On peut avoir une évaluation trimestrielle, semestrielle, annuelle, à mi-parcours, etc. On a une évaluation in itinere, c'est-à-dire chemin faisant. Donc, c'est une évaluation concomitante qu'on appelle aussi une évaluation formative. C'est elle qui permet de tirer les enseignements, de corriger, chemin faisant, le projet. À la vérité, il s'agit du suivi évaluation. Et puis, on a l'évaluation ex post, qui, elle, est une évaluation a posteriori ou encore une évaluation rétrospective qui est l'évaluation sommative qui intervient à la fin du projet, l'idée étant de capitaliser sur les acquis, de tirer les enseignements, développer de l'expertise pour d'autres projets. Typologie de l'évaluation, toujours, on peut avoir une auto-évaluation. C'est la personne qui a exécuté le projet qui s'évalue, pour ne pas dire qui s'auto-évalue. On peut avoir une évaluation interne lorsqu'il s'agit d'une personne morale, organisation ou entreprise. On peut avoir une évaluation externe quand l'Union africaine ou bien quand la Banque mondiale, le FMI, vient évaluer, voilà, la Côte d'Ivoire, la gouvernance publique en Côte d'Ivoire, la gouvernance économique en Côte d'Ivoire. On peut avoir une évaluation par les bénéficiaires. Ça, c'est les enquêtes de satisfaction, voilà, des populations, par exemple. Une évaluation normative, c'est une évaluation qui va consister à mesurer le niveau de compliance à l'égard des standards, droits de l'homme, démocratie, droits de la femme, développement durable, etc. Une évaluation qualitative qui, elle, va consister à mesurer le niveau de satisfaction des parties prenantes. Ça peut être les partenaires techniques et financiers, ça peut être les bénéficiaires, ça peut même être la société civile. Ça, c'est une étude qualitative qui permet de mesurer leur niveau de satisfaction, enquête d'opinion. Une évaluation quantitative qui, elle, va mesurer le niveau d'atteinte, de réalisation ou non des quantités prévues, des chiffres. On a dit à échéance, on doit construire 1000 classes, 2000 classes. Il faut que cela soit matériellement dénombrable, quantifiable, mesurable. Voilà. Donc, pour chaque type d'évaluation, j'ai mis ici la définition et puis un lien pertinent. Voilà. J'ai déjà développé, hein, donc je déroule. Voilà. L'évaluation est une opportunité de mise en balance, comme je le disais, de ce qui a été planifié et de ce qui a été concrètement réalisé, ce qu'on peut constater sur le terrain. Nous en arrivons maintenant à la clôture du projet. La clôture est la phase finale du management de projet au cours de laquelle toutes les activités sont officiellement achevées et les objectifs du projet sont évalués. La clôture consiste à vérifier que les livrables ont été réalisés et validés à, conformément aux exigences du cahier des charges, à finaliser les aspects administratifs, financiers et contractuels, ainsi qu'à libérer les ressources mobilisées pour le projet. La clôture inclut également la rédaction des rapports de fin de projet, l'évaluation des résultats obtenus, la capitalisation sur les leçons apprises et la formulation de recommandations pour d'autres projets. La clôture permet ainsi de finaliser, de formaliser la fin de l'intervention, d'assurer la redevabilité envers les parties prenantes et de valoriser les acquis de l'expérience pour améliorer les pratiques de gestion, voire de gouvernance. Voilà, chers auditeurs, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait dire en ce qui concerne le management de projet sans prétendre à l'exhaustivité et en comptant en tout cas sur vos questions pour me permettre de
d'apporter d'autres éclairages si besoin en était, ainsi que sur vos retours d'expérience, comme je l'avais anticipé tout à l'heure. Alors, que dire du management de projet si ce n'est qu'il s'agit d'une activité pertinente pour la gouvernance au sens large, en ce qu'elle permet de rationaliser la gestion de la chose publique ou privée. C'est le gage d'efficacité, d'efficience et de performativité et de redevabilité. On a tour à tour révisité le champ lexical autour des acteurs clés, des documents clés et un certain nombre d'autres notions. On a vu la phase de conception qui n'est rien d'autre que celle de la préparation, de la mise au point, la phase de planification qui renvoie à la programmation des activités, ainsi qu'à la répartition, à l'allocation des tâches, répartition des tâches, à l'exécution, mise en œuvre et implémentation, ainsi qu'à l'évaluation qui donne lieu à une étude d'impact, au contrôle, à la constatation des effets et à tirer des enseignements pour des projets à venir sur la base de l'expertise engrangée. Je ne puis donc que vous exhorter à capitaliser sur les acquis de ce cours dans le cadre de vos projets en tant qu'auditeur. Et le projet immédiat, c'est le mémoire. Voilà. Donc, en Allemagne, pour pouvoir obtenir les bourses, je présume qu'ici aussi c'est le cas, on vous demande de faire votre projet de mémoire, donc votre projet de thèse. Et le projet de thèse, il est programmé conformément aux exigences de ce cours et il permet donc aux organismes bailleurs ou bien aux gens qui vont vous donner la bourse de mesurer la pertinence, le niveau de pertinence et la faisabilité de votre projet de recherche. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je me tiens à votre disposition pour d'autres éclairages.